d'être si nombreux pour assister à cette présentation. Donc, je ne suis pas sûr d'être autant expert que vous du domaine. Donc, excusez-moi si sur certains points vous trouvez que mon jugement, mon appréciation est divergente. Néanmoins, on peut faire un dialogue autour de la notion de reporting ESG et comment on peut améliorer les choses d'un point de vue entreprise, principalement dans la banque et l'assurance, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, je commence par un quiz qui est un faux quiz. Je sais que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de ESG, mais effectivement, ça peut se rapporter à plein de choses différentes. Finalement, l'essentiel, c'est qu'effectivement, il s'agit de trouver les moyens d'améliorer sa contribution à l'environnement, d'améliorer sa gouvernance et les aspects sociétals de l'entreprise. Donc on dit couramment que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance permettent d'évaluer la contribution sociétale d'une entreprise vis-à-vis de toutes les parties prenantes, c'est assez vaste, et vis-à-vis des régulateurs également, et ça parce qu'il y a des obligations dorénavant. Donc, elles servent également à orienter et structurer l'analyse des performances financières des entreprises. Donc, je pense que c'est pas seulement un coût, c'est aussi une amélioration de l'entreprise qui est visée dans tout cela. Donc, les enjeux de l'ESG pour la finance, ils sont assez importants et surtout, on se rend compte que le débat public et le changement climatique et tous les autres risques environnementaux, sociaux et gouvernance, ils ont connu un changement réellement radical ces dernières années. Bien sûr, il y a une question de débat public. Comment on peut apprécier une banque si tout ce qu'on voit apparaître dans le fonctionnement d'une banque n'apporte pas sa contribution? Comment on répond aux exigences des régulateurs? Qu'est-ce que ça veut dire faire du reporting ESG? Quelles sont les données à collecter? Quelles sont les données à partager? Et finalement, comment on peut impacter sa stratégie d'un point de vue environnemental en utilisant ce reporting, pas seulement pour l'évaluation de risque, mais aussi pour l'amélioration de ses performances. Donc si on regarde le débat public, ça nécessite qu'on regarde les trois pans de l'ESG, environnemental, social et gouvernance. Et dans le débat public, il y a une forte pression des clients, notamment sur les investissements dits, les investissements en produits verts. Donc, il y a aussi beaucoup de passion autour de la notion de greenwashing. Tout le monde parle d'amélioration de sa contribution à l'environnement, mais parfois on est vu comme étant juste défendeur de sa position, mais sans vraiment apporter quelque chose. Et puis, les risques de réputation associés au fait qu'on ne soit pas efficace dans cette notion-là. Les régulateurs, ils apportent de la réglementation, bien sûr, mais surtout, ils sont en train de mettre en place les taxonomies qui vont nous permettre d'appuyer le reporting et de créer les bons KPI, les bons usages sur la data, de créer les types d'indicateurs qu'il faut aller rechercher, et puis ils portent des obligations sur le reporting intrinsèque. Collecte et partage de données, c'est vraiment sur ce sujet-là que je voudrais vous apporter une pierre à l'édifice. C'est, vu la diversité des sources, vu la fiabilité de ces sources, et vu la complexité, ça commence à être un projet qui devient très coûteux pour l'entreprise, ou vu comme très coûteux. Or, si c'est que des coûts, forcément, quelqu'un faisait le commentaire qu'un CDO avait dit « Attendez, combien ça va me coûter si je suis pas conforme à la réglementation ESG ?» Si ça me coûte 100 K pour un an et que le projet, c'est un projet à 1 million, le calcul est vite fait, je fais pas de reporting ESG, je paye les fees, les sanctions. Bon oui, d'accord, mais il y a tous les autres risques associés, c'est plusieurs dimensions. Donc je pense qu'on peut pas juste juger là-dessus. Et puis sur la planification stratégique, il y a les enjeux vis-à-vis de toutes les organisations de groupe, risques et conformité, donc les grandes entreprises bancaires et assurantielles. Il y a aussi toutes les incertitudes politiques et sociales, et on voit que de jour en jour, elles se complexifient et elles s'ajoutent. Et comme toute incertitude, c'est pas une incertitude balaye l'autre, elle rajoute. Elle rajoute du risque, elle rajoute des nouvelles notions qu'il faut impliquer. Et puis dans les risques, il y a beaucoup d'implications les uns dans les autres. Dans l'ESG, c'est particulièrement flagrant. Donc, stop au greenwashing, comment peut-on faire pour être efficace? Alors d'autant plus quand on observe les études qui sont faites au niveau marché et au niveau des régulateurs.
La Banque Centrale Européenne fait une étude l'année dernière, hein, c'est une étude publiée en mars 2022, donc il y a pile poil un an, ils disent, bon, c'est quoi l'évaluation du reporting risque climatique et ESG dans les banques. Et en fait, il y a la complexité, nouvelles sources de données internes, externes, nouvelles réglementations, nouvelles obligations, nouveaux impacts, certes, mais finalement, on observe que les banques sont pas très bonnes. Les banques, les assurances, pareil, hein, enfin, c'est toutes les autres entreprises en général, mais sur les banques, 60% n'incluent pas le risque climatique dans leur modèle de risque. Moi, ça m'a paru hallucinant, et c'est la Banque Centrale Européenne qui le dit, pas moi. Donc c'est quand même inquiétant. Le coût du risque, et c'est l'évaluation de l'année dernière, vu que les risques ils s'ajoutent et qu'on voit que ça se perturbe encore, c'est 70 milliards d'euros. Je pense que c'est une évaluation qui est uniquement rattachée à l'évolution climatique. Donc c'est quand même des enjeux énormes d'un point de vue financier. Et puis, du coup, le petit rond qu'on voit là, c'est 45% des institutions observées par la Banque Centrale Européenne, ils sont inadaptés et non transparents sur l'ESG. Alors, si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu qu'il faut faire quelque chose dans votre propre banque ou dans votre propre assurance, je ne sais plus à quel sein vous vouez. Alors, les contraintes ESG, je ne les ai pas présumées parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont... Il me faudrait des dizaines de pages pour formuler ça proprement d'année en année, mais si on regarde quelques points majeurs, donc, une taxonomie européenne sur les activités vertes qui est née en 2019, une loi relative à l'énergie et au climat, ok, tout ça c'est pas encore dans la partie régulation et obligation de reporting. Un Product Environment Footprint qui est un guide de publication pour tout ce qui est données extra-financières dans une banque, par exemple, Non-Financial Reporting Directive, le plan d'investissement Pacte Vert, qui est un plan européen, donc hop, on en rajoute. En 2021, entrée en application du règlement Disclosure et Loan Origination pour la loi énergie-climat. Autrement dit, vous ne pouvez pas prêter à n'importe qui, parce que dès que ça a un impact sur l'environnement, ça peut être jugé comme quelque chose qui est non conforme. Et puis, finalement, en 2022, sont apparues les obligations réelles de publication à travers les réglementations fournies par l'European Banking Authority, par la directive donc des Product Environment Footprint. Et puis en 2023, on ne doute pas qu'il va y avoir de nouvelles obligations, en 2025 aussi. Donc finalement, moi je peux résumer ça en quelques mots-clés. 1, il y a l'urgence de faire quelque chose. 2, il faut quand même être assez flexible au niveau data si on veut être performant dans les évolutions futures. Il faut être traçable, ça c'est une exigence réglementaire. C'est d'autant plus vrai sur tout ce qui est des données qui sont assez peu pratiques à juger, et c'est surtout des données déclaratives. Et puis de l'évolutivité, parce que c'est pas fini, il y a le futur, et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, mais ça va forcément être encore enrichi. Donc finalement, les besoins métiers pour être sûr de renforcer sa conformité ESG et peut-être améliorer sa stratégie, notamment sa stratégie environnementale, elle peut varier en fonction des acteurs dans l'entreprise. Donc si on est un business owner, si on est un informaticien, si on est responsable de l'IT, ou si on est CDO ou compliance manager, les attentes ne sont pas les mêmes. Ce qui est important de noter, c'est que le CEO, les patrons d'entreprise, ils sont intéressés par tout, par tous les types et tous les personas qui sont attachés à ce type de données. Donc c'est écrit très petit, hein, mais je pense que l'organisation pourra vous envoyer une copie des slides ultérieurement. Effectivement, parce que si on regarde la stratégie data, il y a la gestion des données internes qui est jamais qu'une évolution de ce qui existait auparavant. Les évolutions réglementaires, PCPS, GDPR, RGPD en français, IFRS 17, Go. L'ESG c'en est une autre, mais bon, finalement c'est une évolution. La gouvernance, les rôles, les responsabilités, les domaines et la culturation. L'ESG c'est pas forcément un truc très palpable aujourd'hui, c'est pas forcément très audible partout. Le management, toujours qualité, contrôle, mesure, rémédiation quand c'est pas les bonnes choses. Donc c'est une évolution globale sur l'ensemble de la chaîne IT, mais il y a aussi toutes les données externes, extra-financières, donc les
nouvelles typologies de données, celles qui sont fournies par les régulateurs notamment, mais aussi les règlements européens, globalement. Donc avec des données brutes, qui sont pas très structurées, pas très normalisées, pas souvent bien gouvernées, des fournisseurs de données externes, récents, il y en a foison. Comment on fait? Vers qui on se tourne? Des nouveaux indicateurs assez instables. Bref, beaucoup de choses. Voilà, j'ai listé quelques-uns des acteurs, de fournisseurs de données ESG, mais c'est pas exclusif. Voilà, il y en a des Français, il y en a des internationaux, il y a Standard & Poor's, bien sûr, il y en a d'autres. Mais tout ça, c'est vraiment compliqué de se dire avec qui on va travailler. Donc les défis du reporting ESG, c'est... On a aussi, aujourd'hui, j'ai dit, c'est beaucoup de déclaratifs, beaucoup d'offres logiciels qui sont des frameworks ESG, qui sont là pour faire un outillage pour pouvoir documenter les impacts environnementaux sur les différents environnements de données qu'on peut avoir au niveau des produits ou au niveau des clients ou au niveau des corporates. Donc, souvent, il y a une étude qui dit que 85% des entreprises utilisent plus non pas un framework ESG, mais plusieurs. Donc, ça multiplie les sources d'erreurs et les sources de déclaratifs. La réglementation, elle est en évolution constante, on l'a vu. Il y a une gestion complexe des données ESG. Les problèmes de durabilité, c'est quelque chose de difficile à quantifier. Donc c'est pas simple. Comprendre, gérer, quantifier les risques ESG, le nombre d'acteurs est multiplié par rapport à d'habitude, et l'utilisation de la performance ESG pour améliorer les stratégies, c'est aussi un domaine particulier. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc je vais repasser sur les 3 axes. Business owner, il faut que on puisse proposer de la communication et de la transparence. On voit que les régulateurs sont demandeurs, les clients aussi. Donc, est-ce qu'il faut accéder à toutes les données, seulement une partie? Nous, chez Denodo, on propose une couche de virtualisation, une couche d'abstraction de la donnée, qui permet de ne pas déplacer les données et d'aller interroger les données in situ, quels que soient les référentiels, y compris pour des données externes de l'entreprise. Donc, on dit, Denodo peut vous donner accès à toutes les données, où qu'elles soient, et quels que soient vos besoins, en ce moment, mais dans le futur. Peu importe, raccrocher une nouvelle source de données dans Denodo, ce ne sera pas un effort démentiel, puisque ce sera juste le rajout d'une intégration sur une connexion à une source de données tierce. Le besoin de données fraîches ou uniquement des historiques. En fait, c'est pareil, il vous faut les deux pour faire l'ESG correctement. Il vous faut pouvoir réactualiser vos données de manière presque real-time, temps réel ou temps quasi réel, et puis conserver toute l'historique pour pouvoir mesurer les effets, les impacts. Est-ce qu'on peut avoir une couche intelligente de découverte des données en libre service? Si quelqu'un doit faire des KPI métiers sur l'ESG, comment il fait pour identifier qu'est-ce qui est déjà existant dans l'entreprise? Quels sont les assets data disponibles? Comment je peux les utiliser, les exploiter? Là encore, Denodo propose une couche directe de self-service pour pouvoir explorer tous les datasets qui sont uniquement virtuels, on ne dépasse pas les datas, et qui vont permettre d'interroger les différents référentiels et de croiser les données entre elles, notamment pour des relations ESG. Au niveau de l'IT, c'est d'autres problèmes qui se posent, c'est quel va être le coût, comment on va améliorer l'efficacité, comment on va faire tout ça. Est-ce que je peux livrer mes données beaucoup plus rapidement? Est-ce que je suis obligé de faire des projets à 4 mois ou 6 mois? À chaque fois, j'ai une nouvelle réglementation, un nouveau besoin, de nouvelles choses à implémenter. Là, pareil, le libre service données qu'on propose à travers une couche de virtualisation, ça permet de libérer les équipes data au niveau IT pour donner la main plus aux personnes en charge de la gouvernance et vraiment de la donner au niveau métier. Et donc, on positionne pas l'IT sur la gestion ad hoc des demandes métiers qui arrivent en permanence, qui sont en flux continu, mais on les positionne sur l'efficacité des socles, sur la sécurisation des socles, etc. Il faut une architecture à l'épreuve du temps. Qu'est-ce qui se passe si demain, une partie de mon socle on-premise se déplace vers un hyperscaler ou vers une solution cloud tierce, vers un data warehouse cloud? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc pareil, faire une abstraction vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des producteurs de données, c'est permettre de faire cette dissociation, cette décorrélation,
on fait violer les socles indépendamment de l'évolution de la partie couche applicative métier. Et réduction des coûts opérationnels, en simplifiant les accès aux données et en améliorant la sécurité et les contrôles associés dans une couche centralisée qui permet de faire vraiment la traçabilité et la gouvernance de manière centralisée. On donne de l'agilité, on réduit les coûts totaux des opérations, évidemment. D'ailleurs, on peut aller un peu plus loin. Dans la virtualisation, on va éliminer une partie des réplications de données. Donc, on va éliminer une partie des stockages nécessaires pour continuer à alimenter ce reporting qui est en permanence en évolution. Et côté conformité et protection, il faut des données intelligentes, il faut améliorer la sécurité et la gouvernance. C'est pas le DPO qui dira le contraire, c'est pas les CDO non plus qui gèrent la gouvernance globale de la data au niveau du groupe. Et puis, moins de réplication, c'est réduire les coûts et réduire les risques également. Moins on a de copies des données, moins on a de travail à faire sur la gouvernance de ces données. Il suffit de bien gérer l'accès. Donc du coup, on en revient à la question, comment je vais aller chercher l'information? Est-ce que je vais devoir créer un nouveau référentiel? Est-ce que je vais devoir travailler de quelle façon? Donc si on regarde une méthode traditionnelle, un cycle ESG, pour identifier les données dans les différentes parties du socle, donc ça peut être assez vaste, il y a tout ce qui est environnemental, il y a tout ce qui est social, il y a tout ce qui est gouvernance, peut-être c'est des référentiels séparés, il faut collecter, transformer, donc ça veut dire qu'il faut aller taper dans tous les référentiels, créer les data pipelines, alimenter, analyser ces données, on crée des zones de staging, on corrèle, on calcule, on recrée la transformation, on recrée une zone de staging, on prépare les vues, voilà, ça c'est le boulot aujourd'hui traditionnel dans la data, et si on veut faire du risque finance ou de l'ESG ou du réglementaire en général, ça passe par ces étapes. Enfin, on fournit des données au métier avec des outils de data vis, de reporting, d'analytique. On crée des publications réglementaires, très bien, ok. Et après, il faut versionner, adapter. Dans la partie ESG, vous avez, un peu comme dans le stress test, la notion de créer des scénarios et de voir comment ces scénarios impactent vos retours financiers par rapport à vos évolutions. Donc, hop, retour arrière, on revient, on recrée de la donnée, on les rebalance dans les socles et on refait tout le travail. L'autre alternative, c'est je crée une couche d'abstraction dans laquelle j'ai tous mes services, je crée du product, du data as a product, hein, ça peut s'associer à la notion de data mesh, de logical data fabric. On utilise les deux terminologies. Bon, tout l'environnemental, on le connecte, tout le social, on le connecte, tous les assets data dont on a besoin, on peut les connecter, internes ou externes à l'entreprise. Finalement, le travail d'identification, il reste le même, mais la collection et la transformation, il va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus itératif, puisque je ne touche pas aux données, je ne les déplace pas. Je ne fais que de la modification du plan de métadonnées qui va me permettre de créer les assets de publication, et le versionning de ces modèles va me permettre de faire un retour arrière et un chaînage très immédiat. Je vais faire beaucoup plus d'itérations et je vais être beaucoup plus efficace dans mon reporting. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de vous présenter. Donc l'idée, si on schématise ça comme un DBA, finalement dans la zone d'abstraction, on va se retrouver avec des modèles qui vont être quasiment des modèles d'exécution pour produire les états nécessaires, soit dans un tableau de bord, soit dans du reporting réglementaire, soit dans des outils. Mais toute la transformation des data est uniquement complétée à l'intérieur du modèle logique, pas du tout dans le physique, donc avec toute l'efficacité que ça peut amener. Donc on parle bien de logical data fabric sur la partie centrale. Les data sources, on est complètement agnostique et on est indépendant de l'évolution future. On peut même sécuriser des contrats de service au niveau de ce qu'on appelle les vues publiées ou des data products. Ça va être des couches de contrats de service data qui seront standards et valides dans le temps, quelles que soient les évolutions qu'on fait apporter au socle et des migrations de données qu'on doit opérer pour rajouter de la souplesse et de l'organisation. Voilà, donc quelques cas d'exemple, quelques cas clients. On en a de nombreux, mais on peut le présenter. Ça, c'est une société de gestion d'actifs, asset manager international. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on va créer un énième référentiel, recréer un data lake dans lequel on va mettre toutes les informations croisées, etc. Et ils ont comparé à une approche logique avec du Denodo. Ils ont fait le choix de Denodo.
Donc le besoin métier, c'était ça, rassembler des données ESG sur l'environnement, le social et la gouvernance, faciliter la recherche d'informations, combiner les données ESG. La solution, c'est des nodos, avec la présentation des informations clés quasi en temps réel, sans avoir besoin de déplacer les datas. Les gestionnaires d'investissement, donc ceux qui créent les produits d'investissement, peuvent gérer les caractéristiques ESG de leur portefeuille et directement les intégrer dans les processus d'investissement. On a pu intégrer, c'est eux qui parlent, plus rapidement les données ESG dans notre gamme de fonds. Donc le résultat, c'est le time to value, très rapide, la fourniture de données en temps réel, créer n'importe quel nouveau cas d'utilisation en quelques jours au lieu de quelques mois. C'est quand même très efficace, et rendre les données disponibles en interne sur une data marketplace. Ça, c'est toute la partie exposition. Si j'ai des data products et que je les expose dans un data marketplace, ils sont directement utilisables par l'ensemble des usagers, avec les clés de gouvernance choisies, retenues par l'IT et mis en place au niveau de l'exécution, du requêtage. Voilà. Il y a d'autres exemples. Ça, c'est une banque au Japon qui a mis en place non seulement... En fait, c'était pas un exemple ESG, c'est un exemple risque et conformité, mais on retrouve les mêmes caractéristiques, les besoins, une solution couche virtuelle, Logical Data Warehouse, c'est une autre terminologie qu'on utilise souvent dans la data pour dire c'est pas un data mart physique, c'est un data mart logique qu'on crée pour unifier des données issues de différents référentiels. Et les résultats sont assez flagrants, c'est 60 à 70% d'économie sur les délais de projet, sur les coûts. Et les délais de projet, voilà, passer entre 6 et 12 mois un projet moyen sur les demandes d'évolution fonctionnelle data à des cycles de 3 à 6 mois, donc 2 fois plus court, impactant. Beaucoup d'utilisateurs, pas impactés par le fait d'utiliser la couche logique, au contraire. Voilà. Donc, quoi retenir ? Le reporting ESG, ça peut paraître difficile, c'est nouveau, c'est insaisissable, c'est un impact, c'est très lourd, il y a des enjeux forts. En fait, on peut utiliser des méthodes qui vont nous permettre de rester agiles face à des réglementations qui évoluent en permanence. On peut avoir un contrôle, une validation, une communication très efficace sur ces données pour surveiller, mesurer les indicateurs clés et analyser l'impact des activités ESG. Et la solution, c'est la virtualisation. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous souhaitez me poser des questions particulières sur la présentation ? Est-ce qu'elle vous a intéressé déjà ? Ou j'ai réussi à endormir tout le monde ? Vous connaissiez tous la notion de data virtualisation ou pour qui c'est quelque chose de nouveau ? Je me demandais sur la solution que vous proposez, est-ce qu'elle s'interface aussi avec les fournisseurs de données externes qui, eux, ont leur propre solution d'exposition, leurs applications ? En fait, une source APIisée dans des nodos, c'est une source. Et nous, dès qu'on aura fait l'intégration, par exemple, je vais vous citer un exemple réel, concret, dans un programme de transformation d'une banque cliente en France, ils ont dû inclure un composant externe APIisé, qui est une boîte noire, qui était leur nouveau core banking. Leur nouveau core banking, en boîte noire, APIisé, recréer tous les modèles qui permettent de s'interfacer à ces sources pour les croiser avec toutes les sources existantes déjà, ça a été très peu coûteux, parce que ça s'est fait presque instantanément. Donc vis-à-vis des fournisseurs de data externes, oui, on est une dimension d'agilité, parce que n'importe quel fournisseur de données en API, nous, va être une donnée qu'on va pouvoir intégrer dans une base de données virtuelle qui va être complètement utilisable, comme si on croisait ça entre des sources d'une même base de données relationnelle. On va même construire la complexité de l'API, qui est souvent arborescente, on va la reconstruire, l'aplatir et lui donner une dimension tabulaire pour pouvoir l'exécuter en SQL avec n'importe quel croisement de sources. Donc ça, c'est très très simple à faire en dénodo, très facile à démontrer. Voilà. Donc la réponse est oui. C'est fini. Merci à tous.